Bonjour. On connaît tous cette sensation, parfois un peu vague, parfois très laite, d'être sous pression, tendu, un peu comme si la vie de tous les jours, c'était une lutte permanente. Oui, Le travail, les relations, les soucis qui tournent en boucle, bref, on est nombreux à chercher une forme de, comment dire, de paix ou de liberté face à ça. c'est une quête de toujours, ça, c'est sûr. Et les réponses, bon, elles changent ou parfois elles refont surface du passé. Justement, aujourd'hui, notre exploration, elle nous amène vers un texte assez particulier. Ah oui. Oui, The Freedom of Life d'Annie Payson Cole. C'est un livre du début du XXe siècle qu'on trouve sur le projet Gutenberg. D'accord, un texte qui a plus d'un siècle, mais qui propose une vision de la liberté personnelle qui pourrait bien nous parler encore aujourd'hui, c'est ça? Exactement, l'idée, c'est de voir ce qu'il y a dedans, de creuser un peu les concepts clés. Et surtout, il y a cette idée centrale, assez déroutante, on peut dire, la non-résistance. Hmm. La non-résistance. Intriguant. Donc l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est ça, voir comment cette approche, peut-être un peu oubliée, pourrait nous aider avec nos fardeaux bien modernes. Le stress, l'anxiété, la peur, même la timidité, pourquoi pas? C'est tout à fait ça. Comment cette philosophie, elle peut résonner dans nos vies actuelles? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, allons-y. Le cœur de la pensée d'Annie Pesson-Cal, si j'ai bien compris, c'est cette idée que la vraie liberté intérieure, elle viendrait pas de la lutte acharnée contre ce qui nous déplaît. Hmm. Que ce soit les circonstances, nos émotions ou ce que font les autres, mais plutôt d'un principe de non-résistance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais c'est vrai que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude, hein. On nous dit plutôt bats-toi, résiste, tiens bon. Oui, c'est ça. Et elle prend une image très physique pour expliquer, celle du tisonnier brûlant. Ah oui, je vois. Si on attrape un tisonnier tout rouge, le réflexe est immédiat. On lâche pour arrêter la douleur. C'est vital. Mais elle dit, et c'est là que c'est intéressant, qu'avec la souffrance mentale ou émotionnelle, on fait l'inverse. On s'accroche. On s'accroche, exactement. Pensez à un simple rhume ou une douleur qui traîne. Le mental résiste. Je veux pas être malade, je veux pas avoir mal. Et cette résistance intérieure, selon elle, eh bien, elle crée une tension nerveuse, musculaire. Et ça, non seulement c'est désagréable, mais en plus, ça bloque les choses. Voilà. Ça entrave la guérison naturelle, la récupération. Le corps se contracte à cause de cette lutte mentale. D'accord. Mais attention, la clarification qu'elle apporte est super importante. Cette non-résistance, c'est pas du tout de la faiblesse. Ah, d'accord. Ni de l'apathie, genre bof, à quoi bon. C'est pas une résignation passive. C'est vraiment un acte délibéré, un choix conscient. C'est-à-dire? C'est choisir d'arrêter de défendre notre petit moi égoïste. Celui qui veut toujours que les choses aillent dans son sens, quoi. Pour laisser la place à des principes plus grands, la justice, la vérité, le bien commun, l'utilité pour tous. Donc ce n'est pas accepter sans rien dire ou sans injure. Si quelque chose est injuste, par exemple? Pas du tout, pas du tout. L'idée, c'est de cesser de s'opposer intérieurement à ce qui est, à la situation telle qu'elle est là, maintenant, ou à l'émotion qui nous traverse. En lâchant cette bataille intérieure, on y verrait plus clair. Et paradoxalement, on gagnerait en force de volonté pour agir, mais agir justement. Hum, je vois. Elle fait une distinction très nette entre la soumission, par égoïsme, par peur, par intérêt, qui nous affaiblit, et la soumission désintéressée, celle qui est faite au nom d'un principe juste. Et celle-là, elle nous renforcerait. Mais pour que ça marche, il faut croire au fond que le juste, la droiture, c'est une loi de l'univers. C'est profond comme idée. Céder sur le plan personnel pour mieux s'aligner sur autre chose de plus grand. Voilà. Voyons comment ça peut s'appliquer. Par exemple, l'épuisement au travail, le fameux burn-out. On en parle beaucoup. Cole raconte l'histoire d'une jeune femme qui se sentait littéralement tuée par son travail. Et le conseil qu'elle reçoit est assez étonnant. Oui, on lui dit que ce n'est pas tant la quantité de travail qui l'épuise. Ah bon, on vient. C'est pas ça. Non, c'est la manière de le faire. Toute la tension inutile qu'elle met dedans. La crispation nerveuse et musculaire qu'on ajoute sans s'en rendre compte. Exactement. C'est ça le point clé. Faire la différence entre l'effort utile pour la tâche et toute cette tension parasite. Et alors, la méthode qu'elle propose pour contrer ça, elle a un nom assez sympa, travailler de façon paresseuse, la lazy way. La lazy way, oui. J'imagine la réaction si on proposait ça en réunion. Oui, c'est un peu provocateur comme terme, mais ça veut pas dire être négligent, hein. Ça veut dire éliminer la crispation.
D'accord. Et concrètement, ça donne quoi l'effet? Des exemples très simples. Tenir son stylo sans serrer, ou taper au clavier sans crisper les doigts, détendre sa mâchoire, sa gorge, sentir ses pieds lourds sur le sol quand on marche, laisser sa tête reposer sur les épaules quand on est assis. Des choses très physiques en fait. Oui, et bien sûr, accompagner ça de respiration profonde, calme. Travailler de manière paresseuse, l'idée derrière, c'est une efficacité sans tension inutile, c'est ça? Tout à fait. Une efficacité détendue. Et ce qui est fort, c'est le lien qu'elle établit entre cette détente et la concentration. Pour elle, la vraie concentration, ce n'est pas forcer son attention, se tendre encore plus vers ce qu'on fait. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est laisser tomber tout ce qui interfère. Et la tension nerveuse, les muscles crispés, ça interfère énormément. Donc, se concentrer, ça voudrait dire se détendre pour ne garder que l'essentiel. C'est paradoxal. Complètement. Elle parle d'obéir aux lois de notre être, de retrouver un fonctionnement plus naturel, plus économique en énergie, un peu comme l'animal qui agit instinctivement sans effort apparent. Sauf que chez l'humain, cet instinct il doit être guidé par la conscience, par ce qu'elle appelle l'âme. Et cette idée de lâcher la résistance, ça marche aussi pour le sommeil, si je me souviens bien. L'insomnie. Oui, au chapitre 2. L'insomnie qui vient de la fatigue nerveuse ou des bruits, des perturbations. Et la solution, c'est la même logique. C'est-à-dire, Cultiver une sorte de saine indifférence à l'insomnie. Arrêter de lutter contre, d'angoisser à l'idée de pas dormir. ne plus se dire « il faut absolument que je dorme Voilà. L'effort, il doit plutôt aller vers la préparation au repos. Détendre les muscles, un par un. Respirer lentement, régulièrement. Boire un truc chaud, léger peut-être. ». Et pour les bruits, souvent c'est ça qui empêche de dormir. Alors là, c'est intéressant. Elle dit ne pas résister au bruit. Elle suggère même de trouver un rythme dedans. Le train qui passe, l'horloge, pour que ça devienne presque une berceuse, plutôt qu'une agression. Trouver le rythme dans le bruit, pas évident ça. Non, mais l'idée c'est de ne plus le percevoir comme un ennemi. Et surtout, éviter le piège de vérifier si ça marche. Est-ce que je m'endors là? Est-ce que la technique fonctionne? Cette surveillance anxieuse, c'est justement ça qui tient éveillé. Ah oui, le cercle vicieux. Plus on veut dormir, moins on y arrive. C'est ça. Donc, lâcher l'objectif, dormir pour se concentrer sur le processus. Se détendre. Le sommeil viendra peut-être en plus, ou pas, mais au moins, on arrête la lutte. C'est logique. Ce principe de non-résistance, on le retrouve aussi face à des émotions comme l'inquiétude ou l'irritabilité, non? Il y a un chapitre là-dessus. Oui, chapitre 4, Hurry, Worry and Irritability. La précipitation, l'inquiétude et l'irritabilité. Pour elle, la précipitation, hurry, et l'inquiétude, worry, ça a une racine commune, Laquelle? la résistance. Et souvent derrière, il y a la peur. L'exemple du train qu'on a peur de rater, il est parlant. Oui. Cette peur nous crispe, nous contracte. Et au lieu de nous aider à aller plus vite, efficacement, cette tension nous ralentit. Elle nous rend maladroits, on résiste à l'idée de rater le train, et cette résistance devient un obstacle. C'est le paradoxe de la résistance en somme. Exactement. Et la solution qu'elle propose pour l'inquiétude, elle est radicale mais cohérente. Qui est? Être disposé à ce que l'événement redouté arrive. Être disposé à échouer. Disposé à rater ce train. Disposé à ce que le pire arrive. Attendez. Être disposé à échouer. Ça, c'est quand même un sacré défi à notre culture de la performance, non? Comment ça peut aider ça? C'est pas juste se résigner. C'est une excellente question. Parce que non, ce n'est pas passif. L'idée, c'est qu'en acceptant intérieurement la possibilité de l'échec ou de l'événement redouté, on désamorce l'anxiété. Et l'anxiété, c'est elle qui nous paralyse, qui bouffe notre énergie. D'accord. En arrêtant de lutter contre la possibilité de l'échec, on libère de l'énergie. Voilà, et cette énergie libérée, on peut l'utiliser pour agir au mieux, mais sans le poids de la peur. Elle raconte l'histoire de la petite Margaret, avec sa accent de latin. Ah oui, oui. Elle est toute angoissée, et puis elle finit par dire un truc du genre avec la partie de moi qui s'inquiète, ça m'est égal de réussir ou pas. Mais avec la partie qui ne s'inquiète pas, j'ai vraiment envie d'y arriver. Alors je vais juste rester dans la partie qui s'inquiète pas pour faire ma leçon. C'est une logique d'enfant, mais c'est assez... C'est très parlant. Ça montre cette capacité à séparer l'action de l'émotion qui paralyse. Et Colly, il insiste. Essayer de raisonner l'inquiétude, surtout quand on est fatigué, ça sert à rien. Il faut d'abord la laisser tomber. Arrêter de lui donner prise en arrêtant de résister. Donc, pour résumer, pour calmer l'inquiétude, il faut oser accepter intérieurement ce qu'on craint le plus.
c'est très contre-intuitif. Très. Mais c'est là que serait la clé. Et pour l'irritabilité alors? Elle fait une différence, je crois? Oui, elle distingue bien deux types. D'abord, l'irritabilité purement physique. La faim, la fatigue, l'inconfort. Ok. Et là, on fait quoi? Bah, c'est simple. On reconnaît la cause, on la traite si on peut, manger, se reposer. Mais surtout, on ne laisse pas cette irritation physique dicter nos mots ou nos actes. On l'ignore dans ses effets extérieurs, quoi. D'accord. Et l'autre type d'irritabilité? La morale, comme elle dit. C'est quand on est coincé dans les bouchons ou quand quelqu'un nous contredit, le bruit, ce genre de choses? Exactement. Celle-là, elle vient de notre résistance aux circonstances. C'est notre désir frustré que les choses se passent comme on veut, selon nos préférences égoïstes. Et la solution, c'est toujours la non-résistance? Ne sois pas d'accord. Facile à dire. Ah, c'est sûr. Mais cette volonté consciente de ne pas résister intérieurement à la contrariété, ça dissoudrait l'irritation à la source. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on approuve ou qu'on fait rien pour changer les choses si c'est juste et possible. Non, bien sûr. Mais ça libère l'esprit de la réaction immédiate, souvent stérile. Ça permet une réponse plus calme, plus réfléchie, peut-être plus constructive. Ok, je vois. Si on peut désamorcer la tension physique, l'irritation, quid des peurs plus profondes? Les angoisses qui peuvent nous submerger. Oui, elle aborde ça au chapitre 5, les peurs nerveuses. La peur de devenir fou, surtout s'il y a des antécédents. La peur de la maladie, de la contagion. La peur des accidents. Ou la peur du jugement des autres. Et là, elle dit que raisonner, ça marche pas souvent. Que ça peut même empirer les choses, comme frotter une plaie. C'est ça. Et la solution qu'elle propose, là, elle pousse la logique de la non-résistance vraiment à son maximum. C'est-à-dire, Être parfaitement disposé à ce que la chose qu'on craint arrive réellement. carrément. Oui, être disposé à devenir fou, disposé à trembler, disposé à avoir peur. Il y a l'histoire de la femme chez le dentiste terrifiée. On lui conseille juste d'être parfaitement disposé à avoir peur. Ça marche. L'idée, c'est qu'en acceptant la sensation de peur elle-même, en arrêtant de lutter désespérément contre elle, on lui coupe l'herbe sous le pied. On arrête de la nourrir avec notre résistance. Ça détend le système nerveux. Oui, ça libère l'énergie qu'on gaspillait dans cette lutte interne. Et chose étonnante, ça pourrait même protéger un peu contre l'objet de la peur. Par exemple, si on a moins peur de la contagion, on est moins contracté et peut-être physiologiquement moins vulnérable. Il faut un sacré courage pour aller à la rencontre de ces peurs comme ça. Et pour la gêne, la timidité excessive, ce qu'elle appelle self-consciousness, Oui, au chapitre 6, cette difficulté à être soi-même avec les autres. L'impression d'être toujours en train de s'observer, d'imaginer ce que les autres pensent. quelle est la racine du problème pour elle? Toujours la même chose au fond, la préoccupation égoïste de l'image qu'on donne. Vouloir paraître bien, intelligent, intéressant, c'est cette volonté de contrôle qui crée la tension, et donc la gêne. Et comment on s'en libère alors? Elle donne des étapes? Oui, c'est assez clair. D'abord, accepter les symptômes de la gêne, sans résister. Accepter de rougir, de bafouiller, de trop parler ou de plus savoir quoi dire. Arrêter de lutter contre ça. D'accord. Ensuite? Ensuite, et c'est essentiel, reconnaître honnêtement la racine égoïste. Admettre que oui, c'est parce qu'on se soucie trop de son image. Ouch, faut être honnête avec soi-même. Voilà. Troisième étape, très active, pratiquer le silence attentif et sympathique. Faire l'effort de déplacer son attention de soi vers les autres. S'intéresser vraiment à eux. Sortir de sa bulle, en quelque sorte. Exactement. Et enfin, cultiver une disposition intérieure radicale, être prêt à ce que les autres pensent n'importe quoi de nous, du moment qu'on agit selon sa conscience, selon ses principes. Être indifférent à l'opinion des autres. Oui, mais pas par mépris, par détachement de l'ego. Cette indifférence, combinée à une action juste, ce serait ça la clé pour se libérer de la gêne. On voit bien le fil rouge, hein? Gérer la fatigue, le sommeil, l'inquiétude, les peurs, la gêne. Toujours ce principe de non-résistance. Mais on sent bien que, pour Annie Pesson-Coll, c'est plus que des techniques psycho. Elle place ça dans un cadre plus large, non? Ah oui, tout à fait. Vers la fin du livre, notamment les chapitres sur le contrôle de soi et sur la religion et l'action, elle ancre ça très profondément dans une vision, on pourrait dire spirituelle, ou en tout cas basée sur des lois de vie fondamentales. Ce n'est pas juste du développement personnel, hein? Non, la non-résistance s'est présentée comme une forme d'obéissance à des lois naturelles et spirituelles. Et elle redéfinit le vrai contrôle de soi, le self-control. Qui n'est pas la répression.
Exactement. Ce n'est pas serrer les poings pour pas exploser ou faire un sourire crispé quand on bout à l'intérieur. Ça, c'est la répression. Et la répression, dit-elle, ça résout rien. Ça cache le problème, ça le laisse pourrir. Alors, le vrai contrôle, c'est quoi? C'est le contrôle à la source, de la motivation intérieure. Travailler sur le désir de faire du mal, sur la colère elle-même, sur la haine à la racine, avant même que ça cherche à sortir. Ça demande de bien se connaître, ça. Oui, une connaissance de soi lucide, honnête. L'introspection, parfois critiquée, elle la voit comme essentielle, mais si elle vise la libération, l'utilité, pas l'autocontemplation. Et elle fait le lien avec la religion? Oui, très clairement. Elle relie tout ça aux enseignements qu'elle tire du Nouveau Testament, le fameux «ne résistez pas aux méchants», l'idée de nettoyer l'intérieur de la coupe avant l'extérieur, ou l'image de la poutre dans son œil avant la paille dans celui du voisin. Hmm. Pour elle, la force de ces idées, c'est pas d'y croire dans sa tête. C'est de les vivre, de les tester au quotidien. C'est là qu'on découvre leur puissance. C'est une approche très pragmatique de la spiritualité, en fait. Donc, si je résume cette partie un peu plus philosophique, la vraie liberté viendrait d'un alignement volontaire avec ces lois fondamentales de la vie, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et elle ajoute un paradoxe intéressant sur l'indépendance personnelle. Cette vraie indépendance intérieure, elle ne mène pas à l'isolement orgueilleux. Au contraire, Ah bon? elle trouve son équilibre dans une interdépendance saine avec les autres. Un peu comme les organes du corps. Chacun fait son travail, indépendant, mais tous dépendent les uns des autres pour que tout fonctionne. D'accord. Et le but final de cette religion pratique, ce serait quoi? Juste être tranquille dans son coin? Non, pas du tout. C'est une liberté tournée vers l'action utile. Elle cite une phrase clé. La vie de la religion est de faire le bien. Toute cette démarche de libération intérieure par la non-résistance, ça vise au bout du compte à nous rendre plus capables d'agir. D'agir de façon juste, sage, efficace dans le monde. Une fois qu'on est débarrassé de nos propres entraves. Tension, peur, égoïsme. Bon, si on devait synthétiser cette exploration de The Freedom of Life, le message clé, ce serait cette idée assez audacieuse. On veut trouver plus de liberté, plus de force, non pas en luttant de front contre les difficultés, Non. mais par une approche consciente de non-résistance. Oui, une acceptation volontaire de ce qui est, intérieurement et extérieurement. Mais attention, ce n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ pour pouvoir s'aligner sur des principes plus larges et du coup agir plus librement. D'accord. On a vu comment ça pourrait s'appliquer à l'attention au travail, au sommeil, à l'inquiétude, aux peurs, à la gêne sociale. C'est vrai que c'est une perspective qui bouscule un peu nos réflexes habituels face à nos difficultés intérieures. Tout à fait. Et ça ouvre peut-être une piste de réflexion pour aller un peu plus loin que le livre, une question à laisser mûrir. Je vous écoute. Quelle question? Si cette approche de non-résistance active peut vraiment changer notre rapport à nos problèmes personnels, est-ce qu'elle pourrait éclairer notre façon d'aborder les désaccords profonds, les conflits entre nous, voire les grands défis collectifs actuels? Intéressant. Quelle différence ça ferait si, face à une situation tendue avec quelqu'un d'autre ou face à un problème complexe, notre premier réflexe, ce n'était pas de résister à l'autre, à la situation, mais plutôt de chercher d'abord à laisser tomber notre propre résistance intérieure, nos certitudes, nos crispations, pour essayer de voir les choses avec plus de clarté, moins d'ego. Vaste question en effet. Qu'est-ce que ça changerait à nos discussions difficiles, à nos débats de société, à la gestion des conflits? Oui, c'est une piste qui donne à réfléchir. Voilà, une réflexion pour continuer le cheminement peut-être après notre discussion.